Salut à tous, la décennie 1950 sonnera les grandes retrouvailles du foot avec la Coupe du Monde. Les années 50 ont été riches en surprises et en désillusions, que ce soit pour le football de club ou de sélection. Beaucoup de choses à dire donc on ne perd pas de temps, bienvenue pour ce 5e épisode de Rétro. Mise en suspens à cause de la guerre, la 4e édition de la Coupe du Monde aura finalement bien lieu en terre brésilienne. Cette édition 1950 se distingue en revanche des autres par son format. La phase finale ne donne pas lieu à des matchs à élimination directe, demi-finale et finale, mais à la création d'une nouvelle poule, une poule finale dans laquelle s'opposent les 4 vainqueurs des poules précédentes. Le tournoi n'a pas donc de finale à proprement dit, mais le dernier match de la compétition entre l'Uruguay et le Brésil sera tout comme. L'Uruguay, deuxième, doit absolument s'imposer pour prétendre au titre, alors que le Brésil peut se contenter d'un simple match nul. Le match se joue au mythique stade du Maracanã et plus de 175 000 Brésiliens prendront place, ne voulant surtout pas rater le sacre de leur pays. Le match commence alors, la Seleção domine son opposant avec 17 occasions en première mi-temps, dont une sur le poteau. Le score est toujours de 0-0 à la pause, mais au retour des vestiaires, les Uruguayens cèdent enfin et le Brésil ouvre le score à la 47e. La route vers le trophée est alors toute tracée pour le Brésil, mais le buteur uruguayen, Schiaffino, viendra donner des sueurs froides au Maracanã en égalisant à la 66e. Le Brésil serait toujours champion en conservant le match nul. À la 79e, le buteur uruguayen Gidia combine avec Pérez et marque le deuxième but pour l'Uruguay. Sonné, alors que l'Uruguay mène désormais 2-1 à 10 minutes de la fin, le Brésil ne s'en relèvera pas et verra son titre s'envoler dans un silence funèbre au Maracanã. Ce match reste dans les mémoires comme le drame du Maracanã, tant cette désillusion eut de terribles conséquences après match. Un supporter se serait donné la mort en se jetant des gradins au coup de sifflet final. On constatera également une vague de suicides au Brésil juste après ce match. Cette défaite fut un véritable choc émotionnel pour des millions de supporters et entraînera également un pic du nombre de crises cardiaques au Brésil. 3 personnes en seront victimes directement au stade et mourront après le deuxième but uruguayen. En dehors des pertes humaines, cette défaite impulsera une haine raciale contre les joueurs noirs de la Seleção, jugés comme responsables de la défaite. La sélection brésilienne, qui mettra 2 ans avant de rejouer un nouveau match, sera désormais composée uniquement de joueurs blancs. Le gardien, Moacir Barbosa, considéré avant le match comme le meilleur gardien du monde, sera le bouc émissaire de tout un peuple en quête d'explications pour expliquer un scénario inenvisageable. Une étiquette qui collera à la peau du gardien brésilien toute sa vie. En 1994, presque 44 ans après, il se verra refuser l'accès au camp d'entraînement et le droit de commenter un match de la sélection brésilienne. Il déclarait alors « Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, je paye depuis plus de 43 ans pour un crime que je n'ai jamais commis. » La Hongrie a constitué les fondations du football moderne. Difficile d'imaginer cela aujourd'hui, alors que la Hongrie n'a participé qu'à un tournoi ces 34 dernières années, l'Euro 2016. Il était également difficile de l'imaginer à l'époque, mais en 1952, la sélection hongroise surprend tout le monde en remportant les Jeux Olympiques d'Helsinki. Mais plus que le sacre final, le monde découvre une nouvelle manière de jouer au football. À l'époque, le foot était un sport de 1 contre 1. Lorsqu'un joueur reçoit le ballon, il va de suite chercher à dribbler son vis-à-vis. Le dispositif démocratisé depuis les années 1920, c'est le WM. Ce dernier présente la particularité de se calquer parfaitement avec celui de l'adversaire et chaque joueur se voit opposé à un seul et unique vis-à-vis dans sa zone. Gustav Zebes, l'entraîneur hongrois, introduit dans son équipe des principes de permutation de postes et de flexibilité tactique selon si son équipe attaque ou défend. Le tacticien hongrois détruit l'inflexibilité du football où chaque joueur doit rester à sa place au profit d'un football où chaque joueur est libre de déplacement. Il est en quelque sorte l'ancêtre du football total hollandais dont on parlera sans doute dans un futur épisode. Le 11 d'or hongrois atteindra son apogée le 25 novembre 1953, alors que la Hongrie affronte l'Angleterre à Wembley. Les Anglais restent fidèles à leur WM, utilisé depuis les années 20. Les Hongrois se présentent quant à eux en 4-2-4. Sur le front de l'attaque, les rôles sont inversés. L'attaquant de pointe décroche plus bas, tandis que les inters, autrement dit les ailiers, plonge dans son dos. Défensivement, la défense hongroise abandonne les principes du marquage individuel au profit d'une défense en zone où chaque défenseur ne se voit plus attribuer un joueur à suivre mais une zone à protéger. La Hongrie s'impose 6-3 et est la première équipe du continent à battre l'Angleterre sur le sol anglais. Cette rencontre, qualifiée par la presse comme le match du siècle, sonnera à la fin du WM et sera un véritable tournant de l'histoire du football. La sélection hongroise devient aux yeux de tous la grande favorite du mondial 1954, mais on se souvient aussi que le Brésil est en quête de rédemption et de se
relever du drame de l'édition précédente. Alors, qui gagnera la Coupe du Monde 1954 ? La 5e édition de la Coupe du Monde débute le 16 juin 1954 en terre suisse. Alors que le Brésil et la Hongrie sortent facilement des poules, le hasard fait que ces deux favoris se rencontrent dès les quarts de finale. En quête de rachat, les Brésiliens sont très nerveux et imposent aux Hongrois un engagement physique démesuré. Les joueurs hongrois enveniment le match en fêtant leur but par des célébrations exagérées face aux supporters brésiliens. La Hongrie mène 3-2 après l'heure de jeu et enfoncera le clou en fin de match, portant le score final à 4-2. Au coup de sifflet final, des supporters brésiliens envahissent le terrain et laisse place à une bagarre générale entre joueurs, supporters, journalistes, photographes et membres du staff. Cette scène de violence se poursuit dans les vestiaires entre joueurs brésiliens et uruguayens, les ampoules des vestiaires brisées par des projectiles, la bagarre continue dans le noir et dans le chaos le plus total. Le sélectionneur hongrois Gustav Zebes s'en est sorti avec plusieurs points de suture après avoir reçu une bouteille à la tête. Cette rencontre, surnommée la bataille de Berne, restera un épisode important de l'histoire du football, tant par sa violence inouïe que par la révolution tactique du football hongrois. Malgré tout, la route pour le titre continue pour la Hongrie qui se débarrasse ensuite de l'Uruguay en demi-finale, vainqueur de la dernière édition. La finale verra alors s'affronter la grande favorite, la Hongrie, contre la surprise du tournoi, l'Allemagne de l'Ouest. Les deux équipes se sont déjà affrontées en phase de poule et le 11 d'or hongrois avait écrasé la RFA 8-3. Il confirme de suite son statut en menant déjà 2-0 à la 8e minute. Mais la RFA n'abdique pas et crée l'exploit de revenir au score. La pluie qui s'abat sur Berne rend le terrain lourd et empêche la Hongrie de déployer son jeu. La rencontre prend alors une dimension beaucoup plus physique. La Mannschaft équipée de crampons vissés créés par Adi Dassler, le fondateur d'Adidas, ont de bien meilleurs appuis que leurs adversaires. À la 80e minute, la RFA prend alors l'avantage, 3-2. La fin de match s'emballe, la Hongrie pousse mais l'Allemagne ne rompt pas. Puskás égalise à la 86e minute mais son but est refusé pour une position de hors-jeu. À la fin des 90 minutes, l'Allemagne de l'Ouest est championne du monde. La Hongrie, elle, nourrira le regret de n'avoir jamais sacré sa domination mondiale du titre suprême, la Coupe du Monde. Faisons une parenthèse du football de sélection pour parler d'un club historique du football français, le Stade de Reims. Le club champenois remporta 6 titres de champion de France entre 1949 et 1960, 2 Coupes de France en 50 et 58 et une Coupe latine en 1953. Notez que la Coupe latine a aujourd'hui disparu, mais il s'agissait d'une compétition entre le champion d'Espagne, d'Italie, de France et du Portugal. Le Stade de Reims pratique, à l'image de la Hongrie, un style de jeu en avance sur son temps. Le football champagne, impulsé par l'entraîneur de l'époque, Albert Batteux, s'appuie sur des relations de passes courtes tournées vers l'offensive. Les défenseurs et le gardien ont pour ordre de relancer à terre sans dégager de grands ballons vers l'avant. Et si le club champenois règne en France, il rayonne également à l'échelle européenne. En 1956, la première édition de l'ancêtre de la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des clubs champions, opposera 16 équipes de 16 nations différentes. Le Stade de Reims se hissera jusqu'en finale face au Grand Real Madrid et se mordra les doigts après avoir mené 2-0 puis 3-2 avant de chuter 4-3. Le club français aura l'occasion de prendre sa revanche lors de l'édition 1959, mêmes équipes, même finale, mais cette fois la défaite sera plus nette, 2-0 pour le Real. Malgré ces deux désillusions, les années 1950 marqueront l'âge d'or du Grand Reims et sa génération dorée. Encore aujourd'hui, lorsque l'on se rend au stade Auguste Delaune, on retrouve des témoins de cette époque. Le président de l'époque Henri Germain, l'entraîneur Albert Batteux et les joueurs Jonquet et Méhano donnèrent leur nom aux tribunes du stade. En août 2016, le Stade de Reims affronta le Real en match amical en commémoration du 60e anniversaire de la finale de 56. En 2017, suite à son décès, la légende du club Raymond Kopa sera honoré d'une statue à son effigie sur le parvis du stade pour que les supporters n'oublient jamais les grandes heures du football champagne. Le scénario du mondial 1958 réservera son lot de surprises. La Hongrie ne sort pas des phases de poule, une élimination qui sonnera la fin du 11 d'or hongrois, mais d'autres grandes nations passent à la trappe dès les poules. C'est le cas de l'Argentine, de l'Autriche ou encore de l'Angleterre.
Le Brésil fait alors face à un pont d'or vers le titre, mais pour se relever d'une décennie de désillusion, la Seleção va avoir besoin d'un joueur fort capable de porter une sélection fragilisée par ses précédents revers. Le secours vient d'un jeune prodige de 17 ans, Pelé, qui marque le seul but du match en quart de finale contre le Pays de Galles. En demi-finale contre l'équipe de France, l'adolescent inscrit un triplé et envoie le Brésil en finale. À un match du titre, la Seleção doit encore battre la Suède. Difficile alors de lui coller l'étiquette de favori, tant celle-ci lui avait fait défaut en 1950. Mais avec Pelé, auteur d'un doublé en finale, le Brésil remporte le mondial sur le score de 5-2. Le peuple brésilien est enfin libéré de ses démons. Cette victoire n'était-elle qu'un feu de paille, ou enclenchera-t-elle un nouveau cycle pour le football brésilien? La suite au prochain épisode de Rétro.